Bonjour à tous, et donc nous voici tous les deux réunis pour notre premier podcast. Salut. Donc Kevin qui est avec moi. Et donc voilà, cette année, cette saison, on a décidé de tester plein de formats différents, dont le podcast. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un premier sujet qui est les voix, l'enregistrement des voix. Ok, donc plus globalement la gestion des chanteurs aussi. Aussi, voilà, on va un peu discuter de ça ensemble. Donc peut-être pour commencer, Kevin, tu peux un peu expliquer ton expérience personnelle, d'où tu viens, ce que tu as fait comme études, etc. quoi. Ouais, alors moi j'ai étudié au SAE Institute à Bruxelles pour ingénierie du son. Donc. Du coup, là-bas on avait déjà dû enregistrer pas mal de gens, des groupes, des voix toutes seules, etc. Donc j'avais déjà eu pas mal d'expérience pendant mon parcours scolaire, disons ça comme ça. Et puis j'ai fait quelques petits trucs avant de venir travailler au studio ici, donc où nous sommes en ce moment même. Et ici, tu as eu beaucoup de l'occasion d'enregistrer des voix ces derniers temps, encore plus avec le coronavirus. Ouais. Oui, depuis que je travaille ici, on a quand même, ça fait quelques années maintenant. J'ai quand même enregistré beaucoup de voix, l'air de rien. C'est l'activité principale ici, de façon générale, même si on fait quand même beaucoup d'autres choses. C'est vrai qu'on a beaucoup de chanteurs qui viennent enregistrer leur voix. Ouais, j'ai eu le temps de me faire pas mal d'expériences là-dessus. Ok. Alors, moi, je vais me présenter un peu aussi. Donc, moi, je suis musicien de formation. J'ai travaillé comme assistant et comme un peu ingénieur du son dans un autre studio avant de créer mon propre studio qui est le studio dans lequel nous sommes ici, le studio Blue Mix. Mais je suis pas vraiment finalement ingénieur du son maintenant. Je fais beaucoup de séances voix justement, mais des séances voix plutôt pour les produits finis, pas pour les démos. Donc j'ai une autre façon encore de travailler. Je suis plutôt arrangeur aussi, je fais beaucoup d'arrangements, etc. Mais par exemple, moi, je m'occupe pas de mix. Les mix de voix, par exemple, moi, je ne touche pas à ça. C'est un peu la différence entre nous finalement. Et Moi toi, je par mixe contre, après voilà, quoi. c'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. Moi je mixe les voix après, évidemment, j'essaie de faire en sorte qu'elles sonnent relativement bien. Des fois c'est compliqué, hein, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Donc voilà, ici, l'idée, c'est d'un peu aborder tous les sujets par rapport à l'enregistrement, le mix de la voix, etc., la production de voix, quoi, finalement. C'est ça. On a fait des petits post-it là avec les sujets qu'on va aborder. Alors, Kevin, dis-nous un peu, c'est quoi le premier sujet? Comment tu enregistres? Comment Ah enregistres-tu les voix? Alors, bah, tu peux peut-être commencer, toi. Comment tu fais, toi? Ok, bah moi, déjà au niveau du matériel, je vais essayer ça dépend du temps qui m'est imparti évidemment, mais je vais, si on parle d'une production de voix sur une grosse production, un produit fini, bah, je vais d'abord essayer plusieurs micros, donc je vais mettre plusieurs micros plus ou moins au même endroit, je vais faire chanter la personne devant ces micros, voir un peu lequel fonctionne le mieux. Sur son timbre de voix. Donc évidemment, chaque micro a un son différent, il a une couleur un peu différente. Donc c'est intéressant des fois d'en mettre même plusieurs sur une voix, ça peut assez bien fonctionner. Tu l'as déjà fait, toi? Ouais, j'ai déjà fait, ouais. Alors ici, on a un U87 que j'utilise quand même relativement souvent, un U87 de Neumann. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un micro-voix très classique qui est, Très, très utilisé. ouais, qui est Nos oreilles utilisé vraiment sont partout. tellement habituées à l'entendre, d'ailleurs, Ouais, je c'est pense ça, que... ouais, c'est une chaleur très très connue évidemment, mais on a aussi le TLM 103 qui est aussi très utilisé, l'air de rien, Chez euh, Neumann aussi. qui est aussi de chez Neumann. C'est un peu le petit frère du 87, finalement. Ouais, c'est ça, bah oui, bien sûr. Et il est très utilisé pour les podcasts aussi, notamment, tout ça, tout ce qui va être voix parlée, mais il est aussi utilisé pour les voix chantées et plein d'autres choses. Mais on a aussi un micro à ruban ici, et ça, des fois, bah, ça m'arrive de le mettre en complément du U87, et je trouve que ça marche assez bien sur certaines voix. Alors, c'est marrant, moi, par contre, j'ai jamais, jamais de ma vie utilisé deux micros pour une Ah voix. ouais? Ouais, non. Ok. Euh, Moi, je procède pas du tout de la même façon que toi, mais j'en parlerai peut-être plus tard. Continue peut-être avec le matériel. Et au niveau préampli, tu utilises quoi alors? Ouais, alors le préampli, bah, de nouveau, des fois j'essaye, hein, des fois ça m'arrive de tester un petit peu entre ce que j'ai à disposition. J'essaie toujours d'avoir une certaine chaleur au niveau de la voix, parce que c'est un peu ce qu'on cherche finalement, une chaleur dans les médiums, quoi. C'est ça qu'on veut dans la voix de façon générale. Ici on a un TG2 de chez Chandler, Abbey Road Edition. Bah, ça c'est celui que j'utilise le plus souvent. Ah, moi aussi, il est exceptionnel ce préampli. Ouais, il marche super bien Alors, là-dessus, hein. étonnamment, c'est un préampli à transistor, mais en fait, il a une chaleur et un son. Moi, je suis tombé amoureux quand je l'ai essayé. Ah ouais, oui, mais il marche super bien, mais oui, c'est pas un préampli à lampe, mais
les lampes, elles amènent une chaleur très forte et qui est parfois pas au bon endroit pour les voix. Donc le transistor, c'est pas du tout gênant, c'est peut-être même un avantage finalement. C'est vrai qu'on a un tube tech juste en dessous à lampe. Ça m'est déjà arrivé de l'utiliser sur une voix ou l'autre, mais c'est vraiment très rare. Hein, vraiment, moi, je l'utilise très souvent sur les voix. Alors, le tube tech, en fait, pour moi, il apporte vraiment quelque chose dans tout ce qui est un peu plus grave. C'est ça, ouais. Voilà. Absolument. Ouais. Il a une chaleur naturelle là dans le grave. Dans les bas médiums, dans le grave, c'est ça. Ouais. Moi, j'utilise plus sur les basses, les guitares, les trucs comme ça marche quand même relativement très bien aussi. Ouais. Et alors, on a aussi l'Universal Audio, le 610. Toi, tu l'utilises souvent ? Presque jamais, honnêtement, assez peu. Assez peu, c'est vrai que d'habitude j'aime beaucoup Universal Audio, mais là pour le coup le préampli par rapport aux deux autres, je le trouve un petit peu en dessous, personnellement. Après c'est des goûts très personnels évidemment. Ouais, pour moi, je l'utilise moins que les deux autres, mais je l'utilise quand même. Mais il apporte un côté assez différent des deux autres en fait. Et lui il est plus dans les hauts médiums, j'ai l'impression un petit peu ciselé comme ça, un petit peu agressif. Un petit peu plus agressif que les deux autres, en tout cas, il est moins posé. Et donc pour les voix, c'est un petit peu moins intéressant, je trouve. Et alors, comme ça, vous connaissez tout notre set, on a aussi un Audient qui lui a un transistor aussi, mais c'est un multi-préampli, donc il y a 8 entrées. C'est ça, mais lui, il est très transparent. Hein, donc, très transparent. Et par contre, depuis que j'ai le Chandler, moi, je l'utilise plus jamais. Alors, moi, j'utilise, mais pour, par exemple, les prises batterie larges, donc c'est-à-dire que quand il faut beaucoup de micros sur une batterie, sauf le kick et la snare que je vais passer dans le Chandler de toute façon, je vais plutôt utiliser l'Audient pour justement avoir un truc assez transparent. Ouais, assez homogène, ouais. Mais au niveau voix, parce que c'est le sujet aujourd'hui. Niveau voix, ce sera plutôt le Chandler pour moi. Hein. C'est ce que j'utilise majoritairement. Voilà. Ok. Style dans 80% des cas, 90% des cas ? Ouais, plutôt 80%. Ouais. Ouais, ok. Alors, moi, je vais expliquer un peu. Donc, moi, quand j'enregistre des voix, c'est souvent pour des projets finis. Et donc, avant, je prenais énormément de temps pour tester des choses. Et je fais plus du tout maintenant. En fait, maintenant, j'entends la voix du chanteur et en fonction de ça, alors peut-être que c'est finalement un peu... C'est l'expérience. Oui et non, parce que peut-être que si je faisais les tests, mon choix ne serait pas porté sur ce que je préconise maintenant. Ouais, c'est possible aussi. Ouais. Mais voilà, j'aime aller quand même à l'essentiel. Et je ne prends plus le temps de faire des tests. En fait, j'en ai fait tellement dans le passé que voilà, c'est un truc qui m'amuse plus trop. Ouais, c'est vrai que moi je trouve ça très marrant de faire des tests, mais ça prend du temps, hein, donc il faut avoir le temps évidemment. Hein. Voilà. C'est pas pour tout le temps. Hein. Et donc moi, souvent, j'utilise sur les voix lead, soit le Chandler, soit le tube tech. Et en fonction de la voix de la personne, si c'est une voix plutôt grave, je vais partir plutôt sur le tube tech. Si c'est une voix aiguë ou normale, je veux dire, souvent je partirai sur le Chandler. Je fais pratiquement toutes mes voix lead 99% avec le Neumann U87 points. Je ne me pose même plus la question. Mais par contre, je joue beaucoup avec les préamplis et les choix des micros quand c'est des chœurs, des secondes voix, des doublages, etc. C'est vrai que c'est bien d'avoir une couleur différente de la voix principale pour... Voilà, souvent, moi, je prends le TLM103 par défaut pour tous ces trucs-là. Dans un autre préampli que celui que j'ai utilisé. Ça peut être le 610 aussi pour les chœurs, etc. Moi, j'utilise encore de temps en temps. Mais voilà. Donc voilà. Alors au niveau méthode de travail, parce que là on t'a parlé un peu de matériel. Mais... Ouais, alors méthode de travail, alors avec le chanteur, les chanteurs c'est toujours très, très compliqué à gérer, hein, parce que ça dépend un petit peu de sa technique vocale, ça dépend un petit peu de si lui est à l'aise en studio, c'est la première fois, si c'est pas la première fois, s'il a l'habitude d'en faire ou pas. Donc j'essaie toujours de mettre les gens le plus à l'aise possible, évidemment, ça c'est la première chose à faire, parce qu'un chanteur stressé c'est un chanteur qui ne chante pas bien, évidemment. Donc il faut toujours essayer de venir ici à l'aise, de venir au studio à l'aise, ça assure la meilleure performance. Mais d'après les retours que j'en ai eu, t'es assez à l'aise pour mettre les gens à l'aise. J'essaye, je fais de mon mieux vraiment, voilà, donc si les retours sont bons, je n'en suis que plus content. Et une fois que ça c'est fait, on fait souvent d'abord un tour de chauffe, donc chauffer la voix, être à l'aise au studio, donc je n'enregistre pas. Alors des fois je l'enregistre. Ça m'arrive de l'enregistrer parce qu'il y a des fois sur une première prise où on a l'impression de ne pas être enregistré, on est moins stressé, donc du coup on donne une assez bonne performance. Ça peut
ça peut être une bonne technique. Ça m'arrive d'enregistrer. Si je vois que le chanteur est à l'aise, qu'il chante bien, qu'il a des cours de chant derrière lui, quelque chose comme ça, qu'il a une bonne technique, je lui dis que j'enregistre pas la première et je le fais quand même. Ouais, ça m'arrive aussi, ça. Voilà. Ouais, ça, c'est le petit tips des ingénieurs du son. Ça dépend un peu parce que moi, souvent, je profite de ce tour de chauffe pour régler le préampli, tout ce genre de trucs. Ouais, ça m'arrive aussi, mais si je l'ai déjà assez bien réglé, voilà. Après, si la piste est inutilisable parce que j'ai dû faire un réglage pendant la prise, je l'utilise pas, mais des fois j'enregistre quand même. Voilà. Sachez qu'on vous ment. On Faut vous pas le ment dire. souvent. Après, tu procèdes comment? Donc, toi, est-ce que tu fais comme moi? Moi, je fais plusieurs prises et puis après, je vais faire du montage phrase par phrase, voire mot à mot, voire même parfois syllabe par syllabe. Ouais, moi je vais pas aussi loin. Dans n'importe quel cas, je vais pas aussi loin. Donc, ça m'arrive de faire beaucoup de prises, ça m'arrive de faire moins de prises. Mais si on parle dans le cadre de nouveau de quelque chose qui va partir en production, une grosse production, etc., un gros mixage, donc vraiment avoir un produit au standard actuel, je vais faire beaucoup de prises. En fait, je vais pousser le chanteur dans ses retranchements jusqu'à ce qu'il sorte une prise vraiment magique, quoi. Il y a toujours. C'est un truc qu'on m'avait appris à l'école, ça aussi, c'est en poussant le chanteur vraiment au plus loin possible, il y a un moment où il va faire une prestation qui est au-dessus du reste et donc qui va faire un peu pâlir les autres en comparaison. Et une fois qu'il a fait ça, il va redescendre directement. Tout le reste, ça va être beaucoup moins bien. Et donc, c'est facile à entendre, hein. Une fois qu'il fait 3 prises qui sont plus très très bonnes, ça veut dire que celle juste avant, elle était vraiment, vraiment très très bien, que c'était celle-là il fallait avoir. Et donc je vais partir de cette prise-là de base, et puis je vais écouter, et là où il y a des soucis, je vais aller rechercher dans les autres prises que j'ai fait, évidemment, hein, parce que des fois on parle de 12, 15, des fois 20, des fois plus de prises, évidemment. Donc là, en Donc, fait, il y tu a le pars choix. de la prise que tu as faite, que tu juges être la meilleure. C'est ça. Et quand il y a un problème, tu vas rechercher dans les autres prises ce qui pourrait être mieux. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. C'est ça. Moi, je fais pas ça. Moi, je fais vraiment. Je pars du principe que même, je vais te dire un truc, c'est que je ne juge carrément pas pendant qu'ils enregistrent. Parce que c'est vraiment quand j'écoute phrase par phrase après que je me rends compte du potentiel de chaque phrase. Et souvent, je suis assez surpris que c'est rare que. Enfin, ça dépend des chanteurs en fait, mais c'est assez rare que j'utilise pratiquement tout le temps la même piste, quoi. Ouais, alors moi je fais quand même un petit travail de réécoute des prises d'avant pour voir si c'est bien et bien la meilleure prise, hein. Donc je fais une petite pause et puis je réécoute pour être sûr que c'était bien la meilleure prise. Mais moi je trouve que souvent, dans la plupart des cas, alors c'est pas pour tous les chanteurs évidemment, mais euh, ceux qui arrivent vraiment à ce moment un petit peu magique comme ça, ça s'entend très fort, quoi. Il y a vraiment pas de photo, genre tu pourrais même pas utiliser le reste tellement elle est vraiment mieux que le reste, quoi. Donc ouais, moi je pars souvent de celle-là. Voilà. Bah, c'est intéressant, c'est des façons un peu différentes de travailler. Ouais, Je, bien je sûr, suis ouais. sûr qu'il existe plein d'autres façons. Je sais par exemple, il y a la fameuse réputation, par exemple, de Céline Dion, de Maria Carey, qui d'après la légende, n'enregistrerait qu'en une ou deux prises et qui prendrait une seule prise. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'y crois moyen, hein. J'y crois très moyen. Et Une voilà. seule prise, t'as même pas le temps de te chauffer la voix. Alors, j'imagine qu'elles font des exercices vocaux juste avant de chanter, mais allez, une seule prise, c'est super chaud, quoi. D'expérience, c'est vraiment très très difficile. Donc, j'ai du mal à y croire. Moi, personnellement, j'ai un peu du mal à y croire. Mais ça, c'est Ouais. c'est la légende. Voilà. Voilà, c'est la légende, c'est ça. Mais c'est vrai que d'expérience, moi, enfin, je connais par exemple des ingénieurs du son pardon, qui pratiquement ne gardent qu'une prise voix sur toutes celles qui vont enregistrer, quoi. Finalement, c'est encore pousser le vice plus loin que toi. Ouais, c'est ça, ouais. Où toi, tu choisis une, puis tu vas aller corriger les choses. Eux, souvent, ils gardent. Enfin, je connais certaines personnes qui ne gardent pratiquement qu'une seule piste et qui vont juste aller changer un petit truc ou l'autre pour garder. Qui défendent le côté authentique de la prise et ce Ouais. genre de choses. Voilà, moi je préfère un côté plus parfait, c'est mon côté un peu Perfectionniste. perfectionniste, voilà. Et voilà, chacun. Ça va vraiment dépendre de chacun et un peu des modes aussi. C'est vrai que la mode du perfectionnisme, c'était dans les années 90-2000, début 2000. Ah, vas-y, dis que je suis vieux aussi. Je voulais pas le dire, mais bon, vu que tu abordes le sujet. C'est vrai que pour le moment, on a plus une culture du naturel finalement. Dans n'importe quel style de musique, on essaie d'apporter justement des erreurs volontaires, des choses qui donnent un petit peu joué par humain, alors que c'est plus du tout joué par l'humain. C'est assez drôle d'avoir cette
Ouais, en même temps, ça dépend vraiment du style de musique, hein. Ouais, bien sûr, ça dépend du style de musique, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que la mode, à l'heure actuelle, quand on écoute par exemple Billie Eilish, ce genre de choses, qui sont les choses à la mode de maintenant, en 2020, pour ceux qui écouteraient le podcast dans 10 ans, On espère, hein. bah, on est sur quelque chose de très naturel, très peu parfait finalement. Il cultive un petit peu les aspérités, disons, pour donner cet effet un petit peu naturel. Maintenant, voilà, bon, moi je suis un peu entre les deux. Moi j'aime bien quand c'est joli, mais qu'il y a un côté un petit peu naturel. Donc je suis un petit peu entre les deux, le cul entre deux chaises, comme on dit. Et alors, sujet qu'on n'a pas abordé, mais le chanteur avec toi, il participe à toutes les étapes ou Ouais, bah oui, bien tu sûr. ou tu fais toi de ton côté certainement? Bah, ça va dépendre du chanteur. Il y en a qui veulent pas participer à toutes les étapes, évidemment, mais s'ils veulent participer à toutes les étapes, bah, c'est avec grand plaisir, évidemment. Ils savent m'aiguiller sur ce qu'ils veulent, donc ils ressortent plus contents encore avec le résultat qu'ils voulaient vraiment avoir. Maintenant, bon, il y a des fois, il y en a qui pensent savoir et qui savent pas, donc j'essaie évidemment de les aiguiller vers ce qui sera le mieux pour eux, ce que je pense être le mieux pour eux, évidemment. De nouveau, c'est très subjectif tout ça. Mais ouais, ouais, bien sûr, s'ils veulent participer à toutes les étapes, ils le Ouais, moi souvent, en fait, donc il participe à l'enregistrement, c'est mieux, hein. font. Ouais, c'est quand même plus pratique, hein. Il vaut mieux. Et par contre, le montage, en fait, souvent, je les fais participer au montage de la voix lead. Comme ça, ils ont vraiment ce qu'ils veulent au niveau des intentions, etc. Parce que quand on fait énormément de prises, parfois, c'est pas qu'il y en a qu'une qui est meilleure, c'est que ça dépend un peu de l'interprétation qu'on veut au rendu final, quoi. Donc là, j'aime bien que le chanteur y participe. Maintenant, c'est pas une règle. Et puis après, par contre, tout ce qui est chœur, etc., moi, je fais les montages de mon côté, parce que souvent, ça fait chier un peu les chanteurs, faut le dire. Ouais, bah oui, Et bah il y c'est en a quand même très qui. rébarbatif comme travail. Ouais, c'est ça, il y en a qui aiment pas du tout, hein. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui aimaient vraiment beaucoup toutes les étapes, hein, qui voulaient vraiment même rester pour le mix, alors qu'ils comprenaient pas du tout ce que je faisais, mais qui voulaient vraiment voir comment je faisais ça, et qui s'intéressaient à ce que je faisais finalement. Bon, ouais, voilà, moi, je leur explique aussi comment ça se passe. C'est des moments assez agréables. Souvent, les gens qui restent jusqu'au bout, c'est pas des gens qui aspirent, c'est des gens qui vont être assez à l'écoute de ce que tu leur dis, etc. Donc, ça va. Franchement, ça se passe souvent assez bien quand c'est le cas. Et alors, on a parlé entre guillemets des gros projets, des projets de produits finis, mais on va quand même pas mentir. Ici, on fait beaucoup aussi de démos, donc Ouais. de chanteurs qui viennent pour enregistrer leur voix sur des bandes instrumentales, par exemple, Ouais, des pour petits qu'ils aient covers, ouais. voilà, des petites covers, pour qu'ils aient des choses à présenter finalement. Et, euh, et alors là, la méthode de travail est un peu légèrement différente. Déjà, tu fais pas tous les tests, j'imagine. Ah non, non, ouais, non, là, y a pas de test, là, c'est U87 ou TLM 103 selon le timbre de voix que j'entends. Et là, c'est parti directement, et on fait pas 20 prises non plus, hein, on fait beaucoup moins de prises que ça. Donc en fait, le principe, souvent, c'est qu'on fait 3-4 prises, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et puis on fait le montage Et puis phrase on par fait phrase. ouais, c'est ça, un montage phrase par phrase. Ça prend plus ou moins combien de temps? Alors le montage, il prend un moment, hein, le montage. Donc l'enregistrement, ça prend plus ou moins une demi-heure, hein, de façon générale. Le temps Même qu'ils un se peu mettent, moins, non? ouais, un peu moins. Ça dépend pour qui. Voilà. Il y en a qui ont besoin de se mettre plus dans le truc, donc qui ont besoin un petit peu plus de temps. Il y en a qui prennent un peu moins, ouais. Donc un tour de chauffe et puis 3-4 fois la chanson, quoi. Selon le titre aussi, hein, parce que c'est une chanson qui fait 8 minutes, ben, tout de suite, Ouais, tout ça de suite prend on beaucoup arrive plus de temps, ouais. ouais, on arrive assez loin. Donc ouais, je veux dire, de règle générale, entre 20 et 30 minutes, quoi, pour l'enregistrement. Et donc en tout, avec le montage, t'en as pour 1 heure, quoi. Ouais, c'est ça, pour toi, en tout, avec le montage, on est pour 1 heure. Il faut compter un peu plus qu'une demi-heure pour le montage voix, sans les automations, évidemment, parce que derrière, on va aussi aller chercher les souffles qui sont un peu trop forts pour les baisser, les syllabes qui vont un peu trop fort pour les égaliser avec le reste, celles qui sont un peu trop faibles pour les remonter. Donc ça, je le fais évidemment après, pendant le mixage. Parce qu'en fait, on n'a pas parlé, mais quand on fait du montage, il faut faire un petit travail sur les crossfades, les doubles respirations qu'il faut enlever, ce genre de choses, quoi. C'est ça, ouais. Et des fois, même les crossfades, etc., les fades, ça marche pas très bien, donc on est obligé d'aller couper, faire un fade-out sur la dernière partie et faire un fade-in pour que ça s'entende pas Ouais, je trop. connais bien le système. Ouais. Voilà, des fois, ça prend un peu plus de temps, hein. Ça dépend un petit peu. Bah ça, c'est vraiment très variable parce que même les chanteurs qui chantent très bien, bah, ils ont des fois des souffles très forts ou des bruits de bouche très intenses, etc. Ah bah en parlant de ça, c'est bien parce que ça va me faire basculer sur le sujet suivant que je voulais aborder. C'était justement tout ce qui était
post-production. Et donc moi, quand c'est du produit fini, uniquement quand c'est du produit fini, j'utilise Melodyne, que tu connais bien aussi. Ouais. Et alors justement, je viens de découvrir le tout nouveau de Melodyne. Et je sais pas si tu sais, je crois que je t'ai pas encore montré, mais tu as une fonction dans Melodyne parce que tu parles de diminuer les respirations, etc. Ouais. En fait, tu as un truc où tu peux sélectionner directement toutes les respirations d'un coup et diminuer un peu ou augmenter. Ah ouais, putain, c'est super cool ça. Il faut que je te montre ça. Ah ouais, ça peut aider. Franchement, j'ai mis du temps avant de passer au Melodyne suivant, mais franchement, il n'a rien à voir avec tous les autres que j'ai pu tester avant. Il est vraiment plus pratique. Et alors, pour la petite anecdote, ça nous a coûté d'ailleurs des heures de travail. Hein, on peut quand même oui, c'est vrai qu'avec l'upgrade, ouais. Le problème, c'est toujours quand on met à jour. Pourtant, on est sur Mac, hein, donc quand on met à jour, là, on avait des problèmes de compatibilité avec les OS, etc. Ah ouais, ça a été galère. Pro Tools, etc. Bon, on a mis 2 jours pour régler le problème, mais on y est parvenu. On y est parvenu, ouais. Bah, ça, c'est la compatibilité Pro Tools avec les OS Mac les plus récents. C'est toujours compliqué, surtout quand on a un système qui fonctionne bien, on n'a pas envie de le changer. Et par expérience, parce que moi j'ai travaillé pendant plus de 10 ans sur PC, c'est encore pire chez PC. Hein. Ah ouais, de toute façon, Pro Tools sur Windows, je sais pas s'il y en a qui utilisent Pro Tools sur Windows, mais courage à vous, hein, parce que franchement, c'est pas vraiment fait pour ça, quoi. Enfin bon, bref, ça c'était la petite parenthèse. On peut peut-être parler maintenant, mais ça je vais te laisser la parole parce que moi, comme j'ai dit, je ne fais pas de mix, mais qu'est-ce que tu fais comme traitement justement en mix alors sur les voix couramment? Alors on commence toujours par faire des EQ, hein, ça c'est la base de la base de ça te sert à quoi l'EQ alors tous les éléments. Alors les EQ, j'en fais 2 sur les voix, j'en fais un qui va venir donc nettoyer les fréquences de la voix qui sont un peu gênantes. Donc quand on chante, on a toujours des fréquences qui que vous soyez, hein, il y a toujours des fréquences un petit peu gênantes, celles qui viennent du nez, celles qui viennent du fond de la gorge, etc. Donc quand on chante, ça développe tout ça, et le micro évidemment capte tout ça, donc il va falloir aller un petit peu nettoyer tout ça. Évidemment, il y a les S aussi qui sont très gênants, on va utiliser un DSR pour ça un peu plus tard, mais on peut déjà aller les atténuer aussi avec un EQ en ayant cherché la bonne fréquence. Donc ça c'est ton premier EQ, donc c'est pour nettoyer quoi. C'est ça, mon premier EQ il est là uniquement pour nettoyer les fréquences qui vont être pas très jolies à entendre, et donc ça va améliorer la voix directement en enlevant ces fréquences-là. Et mon deuxième EQ, il va être là pour apporter de la couleur et aller un petit peu booster les fréquences agréables finalement qui se trouvent dans la voix. Donc le premier tu retires et le deuxième tu augmentes. Ouais, c'est un peu ça. Alors j'augmente pas beaucoup, hein. Faut faire attention, quand on augmente beaucoup, ça sonne vite très bizarre, très vite pas très beau. Quand tu dis pas beaucoup, ça fait combien de dB Maximum 3, et déjà 3 c'est vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment pas beaucoup. Ouais, non, c'est pas beaucoup. Ouais, non, c'est pas beaucoup. Il faut savoir que quand on augmente de 3 dB, on augmente l'intensité sonore de 2 fois, finalement, c'est le double, vu que c'est logarithmique. Donc 3 dB, c'est déjà pas mal en vrai, hein, c'est déjà plutôt pas mal. Donc ouais, non, j'augmente pas. C'est m'est déjà arrivé d'augmenter plus, hein, je vais pas mentir, d'aller jusque 6, mais non, sinon pas plus que ça. Voilà. Ok, après les EQ, alors tu passes à... Alors on passe à la compression, mais oui, bien sûr. Bon, il y en a qui font la compression avant les EQ, ça c'est un peu comme chacun veut. Moi je fais d'abord EQ et puis compression. Et pourquoi ce choix? T'as réfléchi à ça ou t'as testé des choses ou... Alors c'est une habitude de travail, c'est comme ça qu'on m'a appris simplement. Et après j'ai quand même retesté de faire la compression et puis EQ. Et comme le compresseur ça amène une couleur qui lui est propre, évidemment, ça va changer un petit peu le son, hein, la compression. Alors j'avais tendance à EQter ce changement de son pour revenir sur un truc plus naturel, alors que c'est pas du tout ce que je veux. Moi je voulais justement garder le son du compresseur. Donc je préfère franchement faire l'EQ avant, avoir une voix comme j'aime bien, et après rajouter des choses par-dessus, quoi. Donc je préfère nettoyer avant et puis rajouter des choses, alors que le compresseur rajoute des choses avant de nettoyer. Et ton compresseur il va servir à quoi alors? Mon compresseur il va déjà servir à plus ou moins égaliser les niveaux de la voix, parce que des fois on chante plus fort, des fois moins fort. Ça tu sais quoi, moi je le fais directement dans l'editing, ça, petit morceau par petit morceau. Quand il y a des morceaux qui sonnent pas assez fort, je vais carrément les augmenter déjà. Alors ouais, bien sûr, ouais, mais il y a des fois par exemple, on parlait de Céline Dion, quand elle pousse un gros cri, Céline Dion, on a envie de garder l'intensité sonore de son cri. Donc si on baisse le volume, des fois on va perdre peut-être un peu en intensité. Alors que si on compresse, ça va garder l'intensité. Si on compresse bien, évidemment, parce que si on compresse trop, on va en perdre aussi. Et si on compresse bien, il va quand même juste un tout petit peu baisser le niveau de ça, donc ça va pas éclater les oreilles des gens qui écoutaient à un niveau correct.
Moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Quand j'ai commencé à être assistant dans le studio juste avant d'être ici, j'ai été coaché par Marc François, je ne sais pas si tu connais, qui est un ingénieur du son belge qui a fait, il était déjà vieux à l'époque, je ne sais pas ce qu'il est devenu, j'espère qu'il va très bien. Mais Bonjour Marc, voilà, si tu nous regardes. écoutes, je croirais chez Michel Drucker. Et donc, et c'est lui qui m'avait appris que il valait mieux. Sur toutes ces prises d'ailleurs, particulièrement sur la voix, il valait mieux justement déjà entre guillemets, avant de passer dans le compresseur, aplatir, enfin non, linéariser, je sais pas comment on pourrait dire. Alors, ce qu'on appelle rider la voix, donc Voilà, aller changer avec le fader, Voilà. bien sûr, mais ça je le fais évidemment juste avant de mixer, Voilà. mais des fois on va quand même aller compresser pour aller un petit peu aplatir encore un Mais peu lui, plus que ça, quoi. il disait toujours qu'il fallait commencer par ça et puis passer le compresseur qui, lui, du coup, sera pas là pour pallier à des problèmes, mais qui va rajouter ce qu'il faut. Ouais, bien sûr, ouais. Quoi. Alors, il faut savoir que le compresseur, en fait, en compressant, ça va densifier un petit peu le morceau, quoi, enfin la voix, quoi, la source sonore qui compresse. Même si c'est très linéaire, même si c'est un vieux boudin comme ça, en imaginant qu'on compresse une guitare électrique très distorsionnée, très boudinée, comme ça, donc qui n'a pas de variation de niveau, bah, le fait de compresser, ça va densifier un peu l'élément, quoi. Ça va donner une autre texture à l'élément finalement. Et c'est un peu ça qu'on cherche. Donc ouais, bien sûr, je linéarise avant et puis je mets un compresseur. Mais en linéarisant, tu peux pas enlever non plus toute l'intensité qu'il y a. Et alors, pour continuer dans ce domaine-là, j'ai mon ancien associé, lui, qui avait découvert à l'époque, ici au studio d'ailleurs, on l'a toujours, je ne sais pas si tu l'utilises toi, ça s'appelle le Vocal Rider de chez Waves. Ouais. Tu connais ? Ouais, je connais, je l'utilise pas par contre. Moi, je le fais à l'automation vraiment pure et dure sur Pro Tools. Et lui, mais je connais, il trouvait ça vraiment magique parce qu'il disait que ça faisait 90% du travail tout seul et puis qu'il avait plus qu'à corriger 2-3 petites choses et que ça. Ouais, bah c'est vrai que je l'ai déjà utilisé, c'est vrai que ça marche très bien. Moi, par habitude, je fais vraiment ça à l'automation, mais c'est vrai qu'il fonctionne bien quand même. Ça permet d'avoir un fader virtuel qui va permettre d'automatiser très rapidement les niveaux de la voix. Comme ça donne plusieurs pistes à nos auditeurs. Voilà, donc pour résumer, donc il existe le Vocal Rider. Toi, Kevin, finalement, tu le fais au fader, c'est ça ? Alors, si on a un fader qui permet de décrire l'automation sur Pro Tools, je le fais au fader, ouais. Et sinon, moi, je le fais à la main, quoi. Ah ouais, moi je le fais à l'edit, donc sur les petits. Avec le clip gain, c'est ça ? Voilà, le clip gain. Ouais. Donc, sur chaque petit clip, je découpe et je vais augmenter. Ouais, c'est ça. Et ça, je le fais directement. C'est l'étape avant le mix, quoi, finalement. Moi, je fais ça. Oui, bien sûr, c'est l'étape avant le mix, c'est ça. C'est pour ça que j'en parlais pas dans le mix. Mais bien sûr, voilà. C'est une étape très importante, ouais. Ok, parfait. Ben, donc, une fois que tu as compressé, je ne sais pas si tu as fini de dire tout ce que tu voulais dire sur la compression. Bah, ouais, je le mets pour la couleur et donc un petit peu linéariser encore un peu plus que le fader. Pas trop, évidemment, il faut qu'il y ait du mouvement dans la voix, faut pas qu'elle soit toute plate. Et voilà, j'utilise des compresseurs qui ont une couleur assez forte pour amener un petit peu de texture, quoi, finalement. Voilà. Ok, et après la compression, c'est tout ou d'autres choses ? Alors non, bien sûr, il y a encore plein de choses à dire. Juste après ça, je mets un DSR. Donc un DSR, ça fait exactement ce que ça dit, hein, ça enlève les S. Donc ça, j'en mets pratiquement sur toutes les voix. Alors faut faire attention parce que des fois ça marche trop fort et du coup c'est pas beau, on entend vraiment l'effet de pompe, l'effet de pompe sur les S. Mais quand c'est bien setup, évidemment, ça aide énormément. Il y a quand même des gens qui ont des S très très forts et malgré le DSR, il faut aller à l'automation les baisser parce que sinon ça marche pas. Ah, il faudrait que tu testes le truc du Mélodine alors. Ouais, il faudra vraiment tester le truc du Mélodine pour le coup. Et donc voilà, une fois qu'on a setup le DSR, c'est assez facile à setup un DSR. Hein. Une fois que j'ai fait ça, je passe à la saturation. Donc je vais amener de la saturation harmonique sur la voix. Donc, sur toutes les voix, tu passes à la saturation ? Enfin, ouais, sur toutes les voix. Ouais, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, ça amène de nouveau une couleur. C'est vraiment quelque chose qu'on cherche beaucoup maintenant, avoir une couleur. Quand tu parles de saturation, tu parles pas de distorsion, tu parles de bande ou ce genre de choses. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Alors la saturation, c'est très varié. Il y a la distorsion, évidemment, dans la saturation aussi. C'est un peu des synonymes. Mais j'y vais pas avec une pédale de guitare, un tube screamer. Tu m'aurais dit il y a 10 ans, je mette la saturation. Moi, je pensais comme les guitares disto, quoi. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Non, je sais, évidemment, avec l'expérience. Voilà, non, je passe dans une émulation où, ici on a beaucoup d'émulation, donc on passe dans des émulations de matériel analogique, donc qui vont amener ce qu'on appelle la saturation harmonique, la distorsion harmonique. Et donc, tu peux peut-être nous citer quelques plugins que tu utilises couramment pour la saturation ? Alors il y a ici l'UAD Studer 800,
Donc c'est une émulation de machine à bande. Ouais, mon ancien associé l'utilisait aussi beaucoup. Ouais, il est génial. Il est vraiment exceptionnel ce plugin au niveau de la saturation. J'utilise le Thermionic Culture Vulture aussi, qui est une émulation. Ah, moi je l'adore celui-là. Pour rappeler, donc moi je fais pas du tout de mix, mais je fais que de la production. Mais parfois, en fait, dans la production, on sculpte entre guillemets le son. Et donc ce plugin, moi je l'utilise assez couramment. En fait. Ouais, il marche très très bien. Il ajoute du grain. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est même pas du mix. C'est du sound design. Voilà, c'est ça, exactement. Ça, absolument. Ouais. Et d'ailleurs, il y a pour ceux qui n'ont pas les UAD, il y a le même qui s'appelle le Decapitator chez Sound Toys et qui marche de la même façon. Est-ce que, parce que moi je connaissais beaucoup avant comment ça s'appelait encore, le distressor, est-ce que c'est le même genre de truc? Alors non, le distressor c'est un compresseur mais qui fonctionne avec beaucoup de distorsion harmonique et qui donne une sensation de déstresser, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça le distressor. Ça marche très bien sur les overheads, moi j'aime beaucoup ça sur les overheads. Sur les voix, je l'utilise une fois de temps en temps, c'est vrai que ça peut être sympa comme compresseur, mais ça rajoute de la distorsion harmonique, mais c'est pas le but principal. Enfin, c'est un des buts, mais c'est pas le but principal. À la base, c'est un compresseur. Voilà. Ok. Et donc, plugin, tu as parlé du A800. Ouais, donc la saturation, j'utilise aussi chez Waves. Ils ont la J37, qui est aussi une machine à bande, qui marche vraiment pas mal. Sinon, il y a le Virtual Mix Rack de Sled Digital, très très bon plugin, avec le Virtual Console. Qui permet de rajouter. Il fut un temps où j'étais dans ma phase où je voulais ramener de la couleur analogique à mes productions. Et alors j'avais découvert à l'époque un plugin, je sais pas, j'imagine que ça existe toujours, où tu pouvais mettre un plugin sur le général, mais qui allait te mettre un plugin sur tous les autres, sur toutes les tranches, pour que ça te donne la couleur d'une console analogique. C'est ça, le VCC, ça fait le Virtual Mix Rack fait ça en fait. C'est ça, à mon avis, c'est ce plugin-là. Ouais. En fait, à l'époque, ça s'appelait le VCC, donc le Virtual Console quelque chose, je sais plus quoi. Et donc ça se mettait sur toutes les pistes. Et ça, pareil. Tu utilises aussi le VMR, oui, constamment, parce qu'en gros, on peut émuler des distorsions harmoniques d'anciennes consoles, comme tu disais. Tu peux choisir la console que tu veux, le drive, etc. Et ça marche. Et je veux dire, est-ce que tu l'utilises par exemple juste sur la voix ou est-ce que tu l'utilises sur toutes tes tranches Alors souvent sur toutes les tranches, ouais. Ouais. J'en mets un peu sur toutes les tranches, ouais, juste pour donner une couleur à tout en fait. Mais style, tu mets le même réglage sur toutes les tranches, quoi. Tu vas pas commencer à chipoter. C'est vraiment pour émuler une table de mixage, ou alors tu vas toi commencer à chipoter mais je vais quand même aller chipoter sur. Alors je vais choisir une table de mixage, je vais essayer de me tenir à ça. Alors des fois je change, hein. Ça m'arrive d'être totalement erratique et mettre un petit peu tout partout. Mais, pourquoi se priver qu'on peut avoir 20 tables de mixage? C'est ça, voilà. Mais souvent, quand je veux donner une couleur d'ensemble, je mets la même table de mixage, mais je vais changer le gain du drive, en fait, finalement. La valeur du drive, parce qu'il y a un bouton où on peut choisir évidemment la valeur de la distorsion, la force de la distorsion qu'on va appliquer sur un élément. Et ça, je vais la changer selon l'élément. Je vais en mettre plus sur les guitares, sur le kick, etc. et un peu moins sur la voix. Des fois, ça marche bien de driver à fond, mais des fois, ça marche pas tellement bien. Donc voilà. Ok, donc ça c'était pour la petite parenthèse. Maintenant revenons sur les voix alors. Donc, après, on a fait un peu le tour des distorsions là, non? Enfin, des saturations. Des saturations, ouais, c'est déjà pas mal. Hein. C'est les saturations principales que j'utilise. J'en utilise d'autres, mais bon, voilà, il y en a plein. Mais... Et après ça, tu utilises encore autre chose? Alors ouais, ça dépend. Alors si ça nécessite de la clarté, ce que je fais, c'est que j'envoie ça dans un bus auxiliaire. Je fais d'autres traitements sur le bus auxiliaire pour faire un traitement en parallèle et avoir la voix que j'ai mixée et alors rajouter mon traitement en parallèle. Et alors ça, par contre, c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout, là, tout ce qui est parallèle, etc. Le mix en parallèle, ouais. Ça se fait beaucoup pour beaucoup de choses, notamment la distorsion en parallèle pour rajouter du grain. Alors là, on parle vraiment d'une vraie distorsion, quelque chose qui va vraiment distorsionner la voix, qui va vraiment la salir très fort. Et on va venir, par exemple, rajouter au son normal pour rajouter un chouïa de texture granulée comme ça, qui ramène la distorsion. Ça, c'est possible. Moi, ce que je fais, c'est que je remets un compresseur très fort, je compresse très fort, et après, je ramène de la clarté avec des différents plugins. Donc, je vais aller mettre un EQ, notamment le PuigTech, qui marche très très bien. Voilà. Si vous connaissez le PuigTech, utilisez-le, il est très très bon. Et donc, je vais aller rajouter un petit peu à 12 kHz, quelques dB. Je vais aller rajouter la distorsion harmonique avec l'Afex Vintage Exciter de chez Waves, si vous connaissez aussi, il est très bon pour rajouter des hauts. Et je vais faire quelques petits traitements comme ça, et puis je vais essayer de le mixer, ça va rajouter beaucoup de clair en fait sur la voix, ça va l'ouvrir beaucoup. Ça marche pas sur tous les mix, mais des fois ça marche vraiment très bien, faut bien doser, faut faire attention. Ok. Et une fois que tu as fait tout ça,
En général, je mets une reverb et puis, J'allais dire, et puis, le truc j'arrête, quoi. principal quand même. Oui, la reverb, On peut pas l'oublier, ça. c'est évidemment l'élément, un des éléments les plus importants de la voix. Donc oui, après on met une reverb et on Est-ce que se tu met mets à jouer, une quoi. reverb particulière sur la voix que tu n'utilises pas dans ton mix ou est-ce que tu utilises la reverb de ton mix global pour mettre ta voix Alors dedans? non, j'utilise une reverb uniquement pour la voix. La voix est vraiment dans une reverb à part du reste. Donc moi je scinde par bloc, hein. Donc vraiment je mets une reverb pour basse batterie. Des fois je inclus même pas la basse dedans. Une reverb pour les guitares et une reverb pour tout le reste. Et puis une reverb pour la voix Ah ouais, donc tu te retrouves avec à la 3, fin. 4, 5 Je me reverbs, retrouve quoi. souvent avec 3-4 reverbs. Ouais, je me Ouais. retrouve souvent avec 3-4 reverbs. Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Moi, de ce que j'avais appris des autres personnes avec qui j'ai déjà travaillé, souvent c'était 2 reverbs. Tu avais une reverb courte, une reverb longue. Ouais, C'est une autre façon de travailler. ouais. Et toi, c'est vraiment par bloc alors, du coup. Ouais, c'est plutôt par Mais bloc. du coup, là, j'imagine que la reverb percussive est plus courte que la reverb pour la voix, par Ah exemple. bah oui, clairement, oui, voilà. Et Et je l'aime pas ça pose pas de forcément en voix. problème de cohérence d'utiliser autant de reverb? Alors si c'est bien fait, non. Ok, Voilà. ok. Après, évidemment, si on met la reverb à péter fort, vraiment sur la batterie, etc., bah oui, ça va, forcément, les reverbs vont se mélanger, ça va donner une vieille bouillie de reverb, donc faut faire gaffe. Mais non, si on fait attention, qu'on gère bien ça, à la fin, ça donne un effet assez agréable finalement. Bon, pour terminer sur le mix, est-ce que tu peux nous donner aussi quelques plugins de reverb que tu utilises couramment? Ouais, alors le plus facile pour ceux qui voudraient faire de la reverb chez eux, c'est le Mani M de chez Waves, le Mani M Reverb. Il marche très facilement, il y a 3 boutons et demi, il marche en plus il a une très belle couleur. Puis il y a le Airverb aussi, toujours de chez Waves, qui permet pas mal de choses. Ça, je veux dire, c'est les plugins rapides, quoi. Ouais, c'est ça. Alors le Mais toi, Airverb, il demande un peu plus de setup, tu mais les ça va utilises quand quoi. même, ces plugins-là? Alors le Mani M, ouais, ça m'arrive parce que en fait j'aime bien la couleur du Mani M, donc Ah ouais. malgré tout, même s'il est facile à utiliser, voilà, pourquoi se priver, en plus il est facile à utiliser. Ouais, j'utilise quand même assez souvent. Le Airverb un peu moins. J'utilise beaucoup de Lexicon aussi parce qu'ici au studio on a les Lexicon. Ah, elles sont bien. Et ça, elles sont vraiment, vraiment pas mal, les PCM natives, Ouais. donc de chez Lexicon qui marchent vraiment très bien. Elles ont une très très belle couleur aussi. Chez UAD, je suis pas fan des reverbs de chez UAD souvent. Ah, moi, j'adore la. Enfin, donc, quand je fais de la production, ben, je mets une reverb par défaut quand même pour que ça sonne un peu Ouais. réverbéré, et que j'enlève quand j'envoie au mix. Mais moi, j'utilise beaucoup la Lexicon, La 240. la 240. Ouais, bah oui, elle est très bien. Alors le truc, c'est qu'on a aussi l'Altiverb ici que j'utilise aussi beaucoup, voilà. Donc Celle-là, c'est la deuxième que j'utilise le voilà. plus. Et dans l'Altiverb, il y a aussi une 240. Il y a une Et t'as déjà émulation de comparé les deux? 240. J'ai pas encore comparé les deux, mais souvent je mets celle de C'est peut-être l'Altiverb. un sujet qu'on va noter pour une Voilà, future pour une vidéo. future vidéo, ouais. Il y a aussi une 480 dans l'Altiverb, et c'est ça que j'aime bien aussi. La 480, j'aime assez bien aussi. Elle est aussi chez UAD, mais on ne l'a pas ici. Mais la 480 marche très très bien. Voilà. Ok. Bah, regardons un peu nos post-it où on en est là. Il nous reste. Alors ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait. Il nous reste les pires expériences. Donc les petites anecdotes, ça j'aime bien ça. Les voilà, petites bah anecdotes. écoute, je te laisse commencer. Alors raconte-nous un peu les anecdotes. Alors, bah, moi je vous expliquais ma pire séance voix que j'ai faite dans toute ma carrière. C'était au studio précédent où je travaillais. En fait, je venais à peine de commencer à travailler là. J'étais là en poste comme assistant. En fait, il y avait un arrangeur qui venait travailler là-bas et qui connaissait rien en technique. Donc, j'étais un peu ses mains pour qu'il puisse créer, etc. Parfois, je donnais quelques idées. C'est vraiment le début où je commençais vraiment à travailler pour des trucs un peu professionnels, quoi. On travaillait pour RTL TV, des choses comme ça, pour la télé belge, quoi. Pour des chanteurs un peu connus ici. Et un jour, je devais arriver. Je travaillais beaucoup de nuit. J'adorais travailler de nuit, moi, quand j'étais jeune. Ok. Ma vie ne le permet plus maintenant, mais c'était un petit studio où il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Et vraiment, moi, j'utilisais beaucoup le studio entre 8h du soir et 8h du matin. Ok. J'allais dormir après. Et un jour, j'arrive, j'arrivais un peu en avance parfois pour voir un peu ce qui se passait. Ça me permettait aussi d'apprendre. Mhm. Et j'arrive un peu, je sais plus moi, il était enfin plutôt que 8 heures, je ne sais plus quelle heure il était exactement. Et mon boss était en session avec une chanteuse. Pour la petite anecdote, il faisait aussi de la musique classique. Et là, c'était une chanteuse lyrique, une hongroise ou un truc comme ça.
et qui était là avec sa coach de voix. Et alors la chanteuse parlait pas en plus français, c'était la coach qui devait lui traduire. Ah Ça, ouais, c'était ça déjà c'est chaud, épique. ouais, ça c'est chaud. Déjà. Mais alors elle chantait pas très bien. Et alors la coach, elle demandait des trucs hallucinants. Et mon patron n'en pouvait plus. Et donc à un moment donné, j'étais dans la pièce à côté, en train de préparer mes trucs. Et puis il vient me trouver et me dit, écoute, normalement tu commences qu'à 8h, mais je sais plus quelle heure il était. Hein. Il était peut-être 5h, je sais pas, un truc comme ça. Il me dit, écoute, on va faire un truc. Tu n'as jamais fait de séance voix. Moi, j'en peux plus. On prend la relève. Et on va voir comment tu te débrouilles. Mais moi, soit je les éjecte, soit tu t'en occupes. Quoi. En gros, c'était un peu ça, parce qu'il n'en pouvait plus. Ok, ouais, c'est chaud, parce qu'en plus, si tu n'avais jamais fait de séance voix avant, oui, c'est quand même compliqué. Quoi. Ou aussi, j'en avais fait, mais pour moi, chez moi, dans ma cave, ça. pas en studio, comme ça. Et alors, donc, il vient, il me coach un peu comment ça se passe, etc. Il me montre un peu tous les trucs. Et puis, en fait, je me rends compte du truc, je comprends pourquoi il avait marre. La fille, déjà, elle chantait pas très bien, mais c'était la coach, enfin la prof de chant, je sais pas quoi, qui était imbuvable. Ah ouais, c'est toujours chiant. Et alors, elle demandait toujours... Elle voulait plus de vibrato, c'était le truc qui m'a marqué. Elle voulait plus de vibrato. Et finalement, mon patron s'était déjà énervé avec elle. Puis mon patron me fait, écoute, on s'en fout, c'est pas musical du tout, mais elle veut ça. Alors le seul moyen que j'ai trouvé, c'est je fais aller le curseur d'avant en arrière sur les notes où elle veut du vibrato. Alors c'était le vieil table à mec motorisé là, tu vois. Et donc il me dit, chaque fois qu'elle veut du vibrato, tu fais ça avec le curseur, elle est contente. Ok. Attends, ça sonne pas bien. Non, mais on s'en fout, elle veut ça. Okay. Je lui ai dit que ça sonne pas bien, mais elle veut ça. Et donc j'ai passé mon temps à faire des vibratos avec le curseur. Le pire, c'est que ça donne même pas vraiment un effet vibrato, c'est très bizarre, ça donne un effet pompe pas beau. On n'a plus jamais revu la cliente et on était très heureux. Ah aussi. Bah oui, je me doute, ouais. Mais voilà, ça c'était un peu ma pire expérience au niveau voix. En plus j'étais tout jeune, tout débutant. Ouais, ça n'a pas dû être facile, ouais. Et alors toi, tu as aussi, j'imagine que tu en as plein aussi. Ouais, bah moi j'ai un peu du mal à choisir la pire, parce qu'en vrai, ça se passe toujours pas trop mal, hein, vraiment. J'ai rarement des séances où je me dis c'est bon, maintenant j'en ai trop marre, faut que ça s'arrête, quoi. En même temps, sur la quantité dont on fait de séances, c'est normal parfois il y ait des gens qui sortent un peu du lot ou des trucs qui se passent un peu bien ou pas moins Ouais, bien. c'est ça, ouais. En vrai, ouais, voilà, c'est avec, en moyenne, ça se passe jamais vraiment trop mal. Donc, après, il y en a quand même eu quelques-uns qui étaient un peu particuliers. J'en ai eu un qui ne chantait pas bien du tout et qui m'a rejeté la faute dessus, comme c'est moi qui faisais pas bien mon travail, quoi, tu vois. Ça m'est déjà arrivé, alors que bon, c'est juste lui qui chantait pas bien. Il y a un moment, on peut pas faire plus que ça, quoi. Mais quand tu dis chantais pas bien, c'était quoi? Pas en rythme, pas faux? Pas en rythme, faux, tout, voilà, la totale, ouais. Et évidemment, c'était de ma faute. Donc ça, voilà, c'est toujours un peu... Bon, voilà, il faut toujours le prendre avec philosophie, disons ça comme ça, et essayer de gérer les choses. J'en ai eu un qui était très très rigide, qui voulait vraiment quelque chose de très particulier, et même si je faisais exactement ce qu'il me disait, ça ne marchait évidemment pas, parce que lui ne s'y connaissait pas, mais il voulait que je fasse comme lui l'avait décidé, mais il fallait que ça sonne comme lui l'avait décidé aussi, sauf que les deux étaient incompatibles. Et souvent ils ne savent pas expliquer concrètement ce qu'ils veulent aussi. Alors ouais, c'est ça, effectivement. Alors j'essaie de l'aiguiller, mais il voulait vraiment que je fasse exactement ce qu'il disait, donc là c'est plus compliqué. Et la dernière petite anecdote assez marrante, c'est j'ai eu une fois une chanteuse qui chante très bien pourtant, mais qui a voulu chanter en anglais, sauf que non. Elle chantait comme moi. Voilà, sauf déjà que je chante non. pas, mais c'était douce. Et donc bon, c'est délicat d'expliquer ça, évidemment, dire non c'est bon, il faut arrêter parce que ça ressemble à rien, donc évidemment on continue. Et puis on fait ce qu'on peut, hein. Voilà, bon, après elle est quand même repartie contente, donc ça va, c'était pas plus mal. Tu parlais de personnes rigides, j'ai une dernière petite anecdote. Donc moi j'ai fait pendant des années beaucoup d'enregistrements démo, un peu comme tu fais aussi en partie maintenant. Et je me souviens de plusieurs, mais d'une en particulier, qui, en fait, on faisait 3 prises, un peu qu'on a expliqué tout à l'heure, et j'écoutais phrase par phrase avec le chanteur, et souvent, je conseillais laquelle était la meilleure. Et là, systématiquement, elle prenait la plus fausse. Et je lui disais, mais non, regarde, écoute, c'est faux. Ah non, mais c'est celle-là que je veux. Et donc, on a mis tout sur le truc. Moi, limite, c'était le montage que j'ai fait, c'était la pire version qu'on aurait pu faire. Parfait, écoute. Mais elle voulait absolument ça, donc voilà, le client est roi, comme on dit chez nous. Oui, c'est ça. Voilà. Mais j'ai assisté, hein, mais ça passait pas. À un moment où, quand on insiste et qu'on leur prouve par A plus B, et que voilà, il n'y a plus grand chose à faire d'autre. Faut juste dire OK et voilà, quoi, et terminer comme ça.
Bon, sinon, on va quand même terminer sur note positive. Il y a plein de fois où ça se passe super bien et Ouais, les clients sont évidemment, hein. contents et nous, Bah, on est contents. C'est oui, ça aussi. alors moi je dis de façon générale, ça se passe pas trop mal. Alors c'est vrai qu'on a des chanteurs qui savent pas bien chanter, on en a quelques-uns. Il y en a qui sont conscients qu'ils savent pas bien chanter et qui viennent juste pour Quand ils viennent s'amuser. pour les démos, souvent, c'est aussi Voilà, pour la petite et ça expérience. c'est fun, hein, même s'ils savent pas chanter, il y a bonne ambiance, etc. Donc ça rattrape un peu. Et il y en a par contre qui savent pas bien chanter, ils sont persuadés de savoir chanter. Et là c'est plus compliqué à gérer, mais voilà, dans l'ensemble ça se passe quand même plutôt pas mal. Et puis on a des chanteurs qui chantent très très bien, qui viennent ici Ça, c'est quand même aussi. le plus agréable, hein. Quand tu peux demander n'importe quoi et que le chanteur te le sort. Ouais, ouais. Parce que moi, évidemment, du coup, avec les produits finis, je tombe quand même moins sur des gens qui savent pas chanter, mais la plupart des gens, c'est des gens qui maîtrisent quand même un minimum. Et là, c'est vraiment agréable, hein. Ouais, bah oui, Quand pour tu le coup. leur dis, ah, il faut placer sa voix. Ah oui, c'est un truc qu'on n'a pas parlé, mais euh, moi, je travaille beaucoup avec le placement de voix, c'est-à-dire que pour la voix lead, souvent, on utilise enfin, ça dépend un peu des titrés, etc. Mais globalement, ils ont leur façon de chanter. Mais par exemple, pour tout ce qui est chœur, moi, je la fais chanter plus dans le souffle, plus certaines fois plus dans le cri, plus dans le Ouais, l'attention. voilà, dans Mhm. l'intention. Et donc, du coup, ben, il y a des chanteurs qui n'arrivent pas à sortir facilement ce qu'on va leur demander, ou même parfois, quand on leur demande de chanter une mélodie différente pour faire une seconde voix. Chanteurs qui ont vraiment du mal, alors qu'ils chantent très juste en temps normal, mais qu'il leur faut beaucoup de temps pour assimiler. Et il y en a d'autres, c'est fantastique, c'est fabuleux. Quand tu leur joues une fois le truc, tu leur chantes une fois, et ils te le refont comme ça, Ouais, bah oui, naturellement, quoi. Ça, c'est quand même fabuleux. il y en a qui, ouais, qui ont une technique incroyable. C'est beaucoup plus agréable de travailler avec des gens qui ont plein de techniques parce que bah, ça va. En fait, c'est beaucoup plus fluide. En fait, la session est plus fluide, elle est plus agréable. Et surtout, on finit pas avec un mal de tête à la fin. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Et donc voilà, on n'a pas parlé non plus, je vais faire une dernière petite parenthèse, mais sur tout ce qui est, parce que là on a parlé beaucoup d'enregistrement de voix lead, mais moi je travaille beaucoup tout ce qui est seconde voix, doublage. Alors, pour la différence, parce que souvent les gens ne comprennent pas ce qui est comme différence, mais un doublage c'est rechanter exactement la même chose, mais qu'on va superposer à la voix lead, et ça va donner un côté, souvent le met moins fort du coup. Mais ça va donner un côté plus rempli. Je sais pas comment on pourrait expliquer. Ouais, ça texture le son, hein, Voilà. c'est du layering, Et, proprement parler. Donc. et du coup, ça donne un son plus gros. Souvent, on fait ça dans les refrains, etc. Il y a aussi tout ce qui est les secondes voix. Les secondes voix, c'est plutôt quand on fait des notes différentes, donc pour amener de l'harmonisation par rapport à la grille d'accords. Ouais, Il y a tout ce qui est les petits effets de répétition de certains mots, des ouais, choses les comme ça. adlibs. Voilà, c'est ça. Alors moi, j'utilise une technique qui est un peu originale, mais que j'utilise très 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 souvent, c'est tout ce qui est les voix susurrées. Donc on parle comme ça avec plein de souffle. On part sur un live ASMR là. De quoi? On part sur du ASMR là, c'est plus le même concept. Ouais, mais non, mais ce qu'il y a, c'est que je double beaucoup avec des voix comme ça pour donner du souffle à la voix. J'adore ça, Ouais, moi. Pas dans tous les passages et pas dans toutes les bien chansons, sûr, ouais, bien etc. sûr. Mais parfois juste un mot ou juste une phrase. Euh, mais j'aime bien ce côté venteux de la voix, parce que là, du coup, on n'y met carrément pas de notes, quoi. Tu peux parler comme ça, tu mets pas de notes. Ouais, ouais. Sans chanter, quoi, tu Ah, vois. c'est vrai que du coup, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas besoin de chanter, c'est vrai. Et alors, il y a et parfois, j'essaye de mixer un peu les deux. C'est-à-dire que je demande au chanteur de mettre des notes, mais fort dans le souffle comme ça, quoi. Vraiment très légèrement de notes. Pour doubler aussi. Alors, je double beaucoup droite et gauche aussi, moi. Je sais pas si tu fais beaucoup ça. Ouais, ça m'arrive, ouais. Et donc, par exemple, le doublage, si je prends une voix, je le fais doubler. Souvent, je fais doubler 2 fois. Comme ça, ben, j'ai la voix lead au centre, un doublage complètement à droite, un Ouais, doublage complètement à ouais, gauche. ça m'arrive de le faire, ouais. Et avec les chœurs, ça dépend des chœurs que je veux. Soit je mets une piste, mais au centre, plaquée Ouais, contre la voix lead. Soit, même chose, j'en fais 2 fois, une à gauche, une à droite, et pour donner un côté un peu plus stéréo, quoi. moi, il y en a toujours au moins un au centre parce que bah, le but d'un chœur, c'est d'harmoniser finalement. Et s'il n'est pas sur la voix lead, bah, on n'a pas l'impression d'harmonie finalement. Et puis, alors, si je dois mettre à gauche et à droite, j'en fais de nouveau 2 pour équilibrer, ouais. Mais j'en fais, si c'est comme ça, il faut que j'en fasse 3, quoi. J'en fais pas que 2, un à gauche, un à droite. Si je dois faire des chœurs à gauche et à droite, il faut au moins que j'en fasse 3 alors du coup. Ah oui. Et un dernier petit tips que j'utilise aussi, pas dans tout, mais vous avez sûrement déjà entendu ça dans plein de titres, c'est ce qu'on appelle les effets chorales. Donc, c'est quand on a l'impression qu'il y a une chorale de 200 chanteurs qui chantent un truc. Ouais, c'est ce qu'on appelle un bloomline. Ah ben voilà, tu as le terme technique. Et donc, ça, c'est facile à faire. En fait, les gens me demandent toujours comment vous faites ça. Mais en fait, il suffit de chanter 10, 15, 20 fois, même parfois plus, et de superposer.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est aussi simple que ça. Et là, limite, il vaut mieux laisser les défauts finalement. Parce que dans une Ah chorale. bah oui, parce que comme ça fait comme s'il y avait plein de gens et que tout le monde chantait Là, pas la même limite, façon. je mélodine carrément pas, quoi. Ouais, alors, une autre technique pour faire ça, si vous êtes plusieurs à savoir chanter, par exemple, vous êtes un groupe et vous êtes plusieurs à savoir chanter, vous mettez votre micro sur omnidirectionnel, c'est la... Je vais y arriver. C'est une directivité qu'on peut choisir sur certains micros statiques, pas sur tous évidemment. On le met en omni ou en figurant 8, donc bidirectionnel. Et alors on fait chanter 2 ou 4 personnes sur le même micro, on les fait tourner, on les fait chanter dans des intentions différentes. Et au bout de 3 prises, t'as une chorale, quoi. Ah ouais, Voilà. ça c'est bien aussi. Ah, c'est une technique que j'ai pas utilisée moi avec l'Omni, mais j'y penserai la prochaine Voilà. fois. Et tu peux essayer. S'ils sont plusieurs à le faire, je pense que tu peux essayer, ça marche bien. Honnêtement, donc, ça va très vite. Au niveau de l'image stéréo, donc du coup, le fait de déplacer par rapport au micro, ça va donner une stéréo différente, c'est ça en fait l'idée? Ouais, l'idée c'est un peu ça. Ou alors tu mets 2 micros, t'en mets un à gauche ou à droite. Par exemple, tu peux faire ça aussi. Tu mets les deux en cardio, ça fait un peu figurant 8. Moi, je le fais avec le même micro. Je le mets en omni, il tourne. Et comme ça, quand tu vas en mettre à gauche ou à droite, ouais, non, mais quand tu vas les mettre à gauche et à droite, les gens sont pas exactement au même endroit, donc ça donne l'impression que c'est des gens différents finalement. Ah ouais, ok. Voilà. Et ben voilà, donc j'espère que ce genre de format peut vous intéresser. On a essayé de faire au mieux, c'est le premier, hein, on va essayer de s'améliorer pour les Ouais, autres, voilà. évidemment. Beaucoup de parlotte, hein, mais j'espère que ça vous a intéressé en tout cas. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le noter en commentaire. Si ça vous intéresse pas aussi, hein, Si ça vous intéresse pas aussi, mais enfin autant. qu'on le fasse pas pour rien, quoi. C'est toujours mieux d'être positif dans la vie. Et donc, si ça vous plaît, on en refera d'autres sur d'autres sujets, évidemment. On attend vos retours, voilà. Si ça vous plaît pas, on en fera quand même d'autres sur d'autres sujets, parce qu'on est comme ça, nous. On est persévérants, peut-être aussi parce qu'on est nuls, c'est la première fois. Ouais, c'est possible. Ouais. Donc, merci à tous, et ben voilà, je te laisse le mot de la fin. Bah, bon appétit et salut. Ciao.